voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc un voyage extraordinaire dans le monde des sciences que nous invite cette émission. Des chercheuses, des chercheurs de tous horizons y sont invités pour nous parler de leurs travaux, de leurs recherches, de leurs enseignements, pour nous dévoiler leurs motivations, leur cheminement, les rencontres qui les ont faites avancer, et tout cela avec la volonté de transmettre aux jeunes, aussi bien filles que garçons, de leur transmettre donc leur passion, afin de susciter chez eux le désir de s'engager sur ces voies. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Alors, homme de lettres, poète, romancier, essayiste, et c'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, et aussi homme de science, bien sûr, hein, ça a été ta profession, et ma passion. C'est toujours ta passion, homme de science de renommée internationale, reconnu pour ses travaux en imagerie médicale, modélisation des systèmes complexes et intelligence artificielle. Ça en fait des choses. Oui, ça fait beaucoup de choses. Oui. Et pour ce voyage, donc, nous recevons Stéphanie Claire-Conant. Nous dirons, pour simplifier, que vous êtes linguiste. Bonjour Radio Laser et bonjour Félix et bonjour Jean-Louis et merci pour cette invitation. Linguiste, mais on a plutôt tendance à dire sociolinguiste, oui. Nous autres, parce que tous les linguistes ne sont pas préoccupés par les enjeux sociaux qui concernent les langues, comme nous en sociolinguistique et en sociodidactique. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va développer durant l'heure que nous avons devant nous. Vous allez nous parler de votre parcours de formation, de vos activités actuelles dans cette émission Voyage extraordinaire dans les sciences. C'est donc une émission de Radio Laser créée par Jean-Louis Coatrieux, diffusée évidemment par Radio Laser, en collaboration avec le site web culturel breton Unidiver. Eh bien, Jean-Louis, je te laisse la parole, provisoirement, oui, parce que je la reprendrai. De temps en temps, je peux te faire confiance pour cela. Eh bien, de manière assez traditionnelle, nous commençons par nos questions, je dirais un peu plus personnelles de nos invités, n'est-ce pas Félix ? Et là, aujourd'hui, Stéphanie, c'est d'où venez-vous ? J'ai cru comprendre que vous avez plusieurs origines. Oui, je suis une métissée. Souvent, on me dit, mais avec votre accent, vous n'êtes pas bretonne. Je dis, vous avez du mal à penser le métissage. J'ai une mère qui s'appelle Gwenola, donc une mère bretonne du centre-Bretagne, et un père provençal d'origine piémontaise. Donc voilà, effectivement, je ne viens pas... les 50 premières années de ma vie ont été sur le pourtour méditerranéen. J'ai été scolarisée à Aix-en-Provence, dans une école maternelle d'un quartier populaire où déjà j'entendais des langues de la Méditerranée et des accents de la Méditerranée. Donc peut-être que mon intérêt pour la diversité linguistique et culturelle vient de cette première socialisation. Et ensuite, collège en centre-ville, lycée en centre-ville, là avec une rupture quand même de représentation des pratiques. Voilà. Alors, vous êtes enseignante, chercheuse à Rennes 2 aujourd'hui, mais c'est un séjour à Rennes qui n'est pas si éloigné. Effectivement. Vous êtes resté longtemps dans le sud. C'est ça. Oui. Oui. Et pas forcément à l'université auparavant. Donc, c'est un cheminement là aussi qui n'est pas ordinaire, hein, quelque part. Oui, j'ai fait mes études tout en travaillant. Enfin, dès le niveau de la maîtrise, je travaillais aussi avec des enfants en faisant l'étude dans les écoles dès le début de ma première année à l'université. Et ensuite, donc, j'ai enseigné le français aux étrangers pendant une dizaine d'années.
dans différents... Dans une structure qui était pas une structure un peu particulière? Oui, l'école supérieure de commerce de Marseille. Dans une école comme ça, on fait des enseignements de langue pour des enfants ou des adultes étrangers? Oui, parce qu'il y avait des partenariats avec des étudiants en Erasmus et puis des étudiants qui venaient faire, qui préféraient avoir un double diplôme, qui venaient d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne, oui, et qui donc faisaient une grande partie de leurs études à Marseille. Mais je ne travaillais pas que là, je travaillais aussi au consulat d'Afrique du Sud, où les diplomates voulaient parfaire leur expression en français. Puis dans d'autres institutions aussi, dans la pétrochimie, où des techniciens souhaitaient apprendre le français. C'était des Italiens notamment qui travaillaient à Schellberg. Voilà. Alors pour revenir à vos origines, donc vous ne parlez pas le piémontais. Alors voilà, un autre ancrage qui explique mon parcours professionnel aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une rupture de transmission des langues familiales liée... On le sait, de nombreux travaux le montrent, et tout récemment dans notre laboratoire, Rosen Milline a soutenu une brillante thèse sur l'interdiction des langues dites régionales. Donc mes ancêtres ont pensé qu'il était mieux pour leurs enfants de ne pas transmettre le piémontais, le provençal et le breton. Donc voilà. Chose qu'on a bien connue. Enfin, moi je suis d'origine... linguistiquement parlant, d'origine plutôt galaise, mais mes grands-parents étaient des petits paysans qui parlaient gallo, mais mes parents, avaient un petit peu évolué dans l'échelle sociale, si j'ose dire. Ils étaient artisans et commerçants, et nous, les enfants, on avait absolument interdiction de parler gallo. Il y avait interdiction et punition à l'école, les enfants étaient punis. Oui. Le piémontais, c'était la même chose. Alors, mes ancêtres piémontais ont migré en Argentine et puis ensuite sont venus dans le sud de la France où il y avait déjà beaucoup de piémontais. Et eux se sont intégrés, par leur piémontais, se sont intégrés grâce au provençal. Oui. Voilà. Donc, oui, parce que dans le Piémont, il y a des régions où on parle occitan. Oui, alors ça c'est un gros débat, si on commence voilà. Nous parlons provençal, l'occitan c'est de l'autre côté du Rhône. Oui. Mais bon, on ne va pas entrer dans ce débat, on est là pour défendre les langues. Mon métier mon domaine de recherche concerne la prise en compte de la pluralité linguistique dans le développement de la personne et du langage chez l'enfant en particulier. Alors justement, comment est arrivée cette décision de revenir vers l'université? Est-ce que c'est ce besoin d'approfondir les choses? Qu'est-ce qui a été la motivation de ce changement, quand même, Oui, des rencontres. Ah oui, ça... Des rencontres parce que... Donc, j'étais enseignante de français langue étrangère à l'école supérieure de commerce. Je poursuivais une thèse en parallèle sur l'acquisition des conduites narratives en français langue étrangère. Je disais tout à l'heure à Jean-Louis qu'une chercheuse et médecin ethnopsychiatre que j'aime beaucoup et chez qui j'ai fait un diplôme universitaire, Marie-Rose Moreau, dit que l'on travaille ce qui nous travaille. Et j'ai fait ma thèse sur le récit oral parce que je suis une très mauvaise narratrice, je raconte mal les choses et donc voilà, ça m'intéressait de voir comment se développer ces capacités-là. Et après, mieux comprendre ne veut pas dire qu'on l'acquiert d'ailleurs, mais bon voilà. Donc j'enseignais aux étrangers, je soutiens ma thèse et on me propose un poste, je continuais normalement mon travail à l'école supérieure de commerce et on me propose un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ATER, à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Donc j'arrive là, par hasard en fait, par ce poste et l'année suivante il y avait un poste de maître de conférence. Maîtresse de conférence. J'ai candidaté dans différents endroits parce que finalement, ça m'a beaucoup intéressée parce que une belle rencontre, Michel Ledoiron, une maître de conférence qui avait fait ses études à Vincennes et qui avait une conception de l'enseignement qui correspondait bien avec mes points d'appui. Voilà, j'ai continué du coup cette carrière à l'université
Donc, Avignon, ensuite, j'ai voulu me rapprocher d'un autre didacticien à Aix-en-Provence, Claude Springer, qui a écrit récemment un ouvrage sur la didactique de la relation, une didactique écologique et écosémiotique. Ça m'intéressait bien de sortir de l'enseignement des langues axé sur la grammaire. 95.9 FM, c'est Radio Laser. On rejoint ce que vous disiez au début, la sociolinguistique, qui est finalement plus large que la linguistique elle-même. Oui, parce qu'on ne s'intéresse pas seulement aux langues en elles-mêmes et pour elles-mêmes, comme disait Saussure, mais donc à décrire les langues, mais à ce que font les langues dans la vie, les enjeux liés aux langues, donc les questions de politique linguistique éducative, de politique linguistique familiale, les questions de discrimination linguistique, voilà, tous les rapports, les enjeux qu'il y a autour des langues, avec les langues. Alors les langues, effectivement, jouent un rôle central du point de vue social, du point de vue de l'intégration, du point de vue de la recherche d'un métier, de la communication, évidemment fondamentale avec les autres. Et donc, les centres d'intérêt que vous avez particulièrement développés sont ceux qui sont liés justement à des enfants qui viennent d'ailleurs, ou des enfants qui viennent de milieux défavorisés. Parce que dans les deux cas, je ne sais pas si les problèmes sont exactement les mêmes, mais ils doivent se rapprocher quelque part. Dans les deux cas, les enfants sont en contact avec un français qu'ils n'entendent pas ailleurs que dans l'école. Mais ça, c'est valable pour tous les enfants, presque tous les enfants, sauf les nôtres. Sauf les enfants d'enseignants, les enfants de cadres, qui entendent, eux, la langue légitimée par l'école. Sinon, on ne parle pas le français comme on l'enseigne à l'école, rarement. Donc, les enfants de migrants qui viennent d'arriver sont en contact avec le français seulement à l'école, essentiellement, parce qu'en plus, ils sont socialisés dans des endroits où le français est peu présent, lié à l'urbanisation, au modèle d'urbanisation. Et j'ai un peu perdu le fil parce que je me suis arrêtée sur intégration. Vous disiez, Jean-Louis, la langue comme vecteur d'intégration. Pas mal de recherches. De promotion aussi sociale, et puis de communication quand même, fondamentale. Oui, alors nous, en sociolinguistique, ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même beaucoup instrumentalisé la langue, parce que pas mal d'études montrent que la langue n'est pas le premier facteur d'intégration. C'est la vie sociale qui est le premier facteur d'intégration. Alors ça peut passer par le travail, mais c'est d'abord ça. Il y a eu des thèses, je ne vais pas citer tous les noms de mes collègues en sociolinguistique en France, et je pense à un collègue, Philippe Amby, en Belgique, et Luc Bichelet, qui a fait sa thèse à Lyon, qui montre bien que la langue n'est pas le seul. Luc Bichelet dit même que c'est le plurilinguisme qui est facteur d'intégration. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, le multilinguisme, c'est une richesse. Et comment on explique cette politique d'hégémonie de la langue ? Alors, on en a parlé un petit peu. Interdiction de parler breton à l'école, interdiction de parler gallo, interdiction de parler piémontais dans l'école italienne. C'est un petit peu général, c'est un peu universel, cette tendance qu'ont les États à unifier. Alors on retrouve ce problème d'interdiction de la langue dans énormément de pays, notamment les pays que la France a colonisés. Rosen-Miline le montre très bien, mais elle est allée jusqu'au Japon pour montrer que les États-nations qui veulent construire une identité nationale, un sentiment fort d'appartenance à la nation, ont tendance à interdire d'autres langues que la langue nationale. En France, on a rajouté, alors je suis très mauvaise sur les chiffres, je crois que c'est en 1992, dans la Constitution, la précision que le français est la langue de la République. Oui. Ce qui est terrible pour la diversité linguistique. En fait, en France, l'école accueille des enfants qui sont plurilingues à différents degrés, les rend monolingues en français, dans un français, sans accueillir la pluralité du français, la pluralité de manière de parler français. Et ensuite, leur demande de redevenir plurilingues, mais avec une conception du plurilinguisme qui rend les langues étanches entre elles.
Ce serait comme si dans le cerveau, mais là Jean-Louis va pouvoir me corriger. C'est comme si dans le cerveau, il y avait des compartiments dédiés à chaque langue. Or non, un plurilingue, il y a ce qu'on peut appeler interférence, mais du mélange, du métissage. L'école a tendance à l'interdire. Il faut parler anglais avec tel accent et pas être un francophone qui parle anglais. Un hispanophone, on va lui demander de parler français en distinguant bien le U du OU. Non, se comprendre, on confond maîtrise de la langue et maîtrise de la communication. Communiquer, c'est faire des efforts de part et d'autre. Et c'est faire un pas vers l'autre, et c'est accepter la diversité de l'autre. Nous, on pense qu'on a du mal, comment éduquer les enfants à l'altérité, si on leur interdit leur propre altérité. Donc, un des messages sur lesquels vous avez travaillé, c'était le message de dire que la richesse plurielle de langue, en fait, et de culture qu'il porte aussi, quelque part, en dehors de l'école, est un facteur qui va être un facteur d'intégration, en fait, et de progression de l'enfant et éventuellement des parents, d'ailleurs, en même temps. Oui, si l'école le prend en compte. Si l'école le prend en compte. C'est le cœur de nos recherches-actions depuis pas mal d'années. Enfin, moi, depuis une vingtaine d'années, j'ai commencé mes recherches-actions formation. Donc, la recherche-action, c'est être sur le terrain et travailler avec les enseignants, avec les acteurs du terrain, parce qu'on pense qu'ils ont des compétences que nous, chercheurs, nous n'avons pas, et qu'on doit comprendre ensemble la complexité des phénomènes qui nous intéressent. Donc, si on accueille les langues des enfants, les langues et leurs pratiques culturelles, sociales, eh bien, eux vont faire l'effort de venir vers le français qu'on veut leur enseigner, parce que pour réussir, pour le moment, les choses sont comme ça. Les évaluations font qu'on leur demande maîtrise d'un français normé, d'une norme sociale particulière. Donc, voilà. Mais c'est pour créer ce lien, pour relier les différents univers de développement de l'enfant. Parce que si on crée des séparations trop franches, l'enfant peut être, c'est ce que montre bien l'école de Marie-Rose Moreau, l'ethnopsychologie, ces enfants qui grandissent en situation qu'on appelle transculturelle sont pris entre deux... J'ai du mal, là, vous voyez, je parle avec les mains, j'ai du mal à trouver les mots, ça fait partie de... deux univers. Oui, entre deux univers, ou disjoints, et il faut les relier, parce que sinon, ça peut créer de la honte de soi, mais aussi un conflit de loyauté. Si je vais trop vers la langue de l'autre, le français, je nie peut-être mes origines. Donc voilà, il faut que la personne, elle se développe de façon apaisée. Et ça se joue dès l'école primaire. Dès l'école maternelle. Avec les enseignants des écoles du Blône, de la cité éducative, des équipes formidables. À Rennes, c'est le quartier du Blône à Rennes. À Rennes, oui, pardon, à Rennes, à Guillevic, à Volga, à Torigné, à Vallon. Dans ces écoles, les enseignants ont mis en place un projet. Nous les avons accompagnés parce que j'avais développé ça avec le Centre européen des langues vivantes à Graz, en Autriche. Accueillent les familles. Les familles viennent faire découvrir des éléments de leur langue et de leur culture. Et on observe que ça débloque la parole de beaucoup d'enfants mutiques. Ça libère la parole. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Alors, on reviendra, je pense, sur ce travail que vous faites auprès des écoles. Je voudrais juste rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs qui nous rejoignent maintenant que vous êtes à l'écoute de Voyages extraordinaires dans le monde des sciences et que notre invité, à Jean-Louis et à moi, aujourd'hui, c'est donc Stéphanie Claire-Conant, que nous définirons comme sociolinguiste, alors. Alors, je suis plus sociodidacticienne, reconnue. Vous savez, on s'identifie, notre identité, elle est aussi liée à celle qu'on nous donne. Je suis plus reconnue dans mon domaine comme sociodidacticienne. Alors, on parle beaucoup de didactique des langues. Nous, on y a ajouté le préfixe socio, comme à linguistique pour sociolinguistique, pour montrer que nos recherches en didactique ne se limitent pas que à la classe et à ce qui s'y passe, mais qu'on prend en compte tout l'environnement social et les pratiques sociales liées aux questions d'enseignement et d'apprentissage. Voilà, l'école n'est pas un îlot protégé au milieu d'un quartier multiculturel. Alors, il y a un certain nombre
de choses que vous avez réalisées et qui seraient intéressantes de nous raconter du point de vue de votre expérience. Alors, vous avez fait on a parlé de la recherche-action, donc qui est une manière d'aller sur le terrain et puis de s'affronter, de se confronter à une réalité qui est peut-être difficile sur les questions que vous voulez traiter. Mais vous avez mis des choses en place qui sont intéressantes et qui pourraient, je pense, intéresser beaucoup nos auditrices et nos auditeurs. Il y a ce que vous appelez déjà la biographie langagière. Oui. Alors, c'est un élément qui est relativement central, je pense, pour comprendre les choses. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors on le fait. La biographie langagière, je ne suis pas seule à le faire, mais je l'ai beaucoup développée en formation des enseignants, formation initiale ou continue. Ça consiste à raconter son histoire avec les langues depuis sa plus tendre enfance et d'expliquer aussi son premier contact avec la langue de l'école. Donc c'est un retour sur soi avec des choses qui sont enfouies bien souvent. Enfin, c'est une mine, c'est extraordinaire. Ce sont des témoignages en même temps ? Ce sont des témoignages, oui, les personnes qui rédigent. Alors, il faut que ça passe par l'écrit, parce que l'écrit est important pour l'introspection. Et il faut laisser du temps aux gens. Je ne leur dis pas, dans 1 heure, tu vas me rendre ta biographie langagière. Il faut qu'il y ait du temps. Alors, biographie langagière, allons un peu plus loin sur la définition même. C'est presque son autobiographie, mais centrée sur les langues. Voilà. C'est raconte-moi. La consigne exacte, je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais c'est raconte ton histoire depuis ta plus tendre enfance avec tes langues, les langues de la maison, les langues du quartier, ton contact avec la langue de l'école, les langues que tu as apprises ensuite à l'école. Et là, petit à petit, je me rappelle d'une dame qui était en reprise d'études, qui en fait préparait sa retraite. Elle devait avoir mon âge à peu près, c'est-à-dire entre 50 et 60, et elle reprend ses études. Elle fait un DU à l'université d'Aix-en-Provence, et elle me dit, au début, j'avais page blanche, j'avais rien à dire. Et après, elle pouvait plus s'arrêter. Parce que revenaient les remarques comme ça ne se dit pas, ton accent, il faut que tu le corriges. Ce mot-là, c'est vulgaire. Voilà, donc toute une réflexion sur... j'ai en tête Gérard, qui était d'origine espagnole et qui s'était dit en 4e, je vais prendre l'espagnol parce que j'ai déjà des compétences orales. Et qui écrit et qui se rend compte que il a beaucoup souffert dans cet enseignement de l'espagnol parce que l'enseignant lui a fait comprendre que son espagnol n'était pas le bon. Parce que lui, c'était un espagnol andalou, il n'avait pas les bons mots, pas le bon accent, pas la bonne syntaxe. Et donc, ces personnes-là, de revivre ça, parce que vous savez, après l'école, elle est très forte, elle réussit à faire qu'on reproduise ce qu'elle nous a fait vivre. Donc, l'idée de la biographie langagière, c'est de déconstruire aussi, de prendre du recul, de la distance par rapport à ce qu'on a vécu en tant qu'élève. Les formations des enseignants sont beaucoup trop courtes, donc il ne faut pas s'appuyer nécessairement. Parfois, oui, mais pas seulement. Il faut mettre à distance ce vécu d'élève pour voir comment on peut faire autrement et quel geste professionnel amène du bien-être, de la bienveillance linguistique et quel geste professionnel de l'enseignant peut amener de la maltraitance. Enfin, de la mésestime de soi, de la peur d'être disqualifié. Je me souviens d'une vétérinaire, la vétérinaire de mon chien Bill, à qui je raconte ce que je fais, puisqu'elle me pose la question, et elle me dit, moi j'ai arrêté de parler le jour où l'enseignante m'a dit vous avez une voix trop rock, on dirait une voix de garçon, et elle a arrêté de parler. Et les biographies langagières permettent de mettre à jour ça, et de réfléchir à comment on en est là, et ça revient à ce que Félix, vous m'aviez demandé tout à l'heure, et je n'ai pas répondu, c'est comment on est arrivé à interdire la pluralité des langues et des parlers, parce que la pluralité, elle est interne à toute langue. C'est idéologique, il faut parler. C'est aussi parce que c'est un instrument de sélection, d'ascension, mais aussi de sélection, et que pour arriver à des postes haut placés, il faut bien trouver des moyens de barrer la route. Et ça en fait partie. Cette expérience de biographie langagière, vous l'avez faite à tous les niveaux du cycle d'éducation, c'est-à-dire depuis tout petit jusqu'au lycéen et au-delà. Alors, d'abord, je l'ai fait avec des étudiants de 3e année.
Et puis après de quatrième année, des enseignants en formation continue. Et on l'a fait au collège, mais on le fait différemment. On leur demande Enfin, on peut le faire comme ça, mais on demande plutôt de se dessiner dans différents moments de sa vie et les langues qu'on y utilise et qu'on y entend. Et on fait faire aussi la fleur des langues aux enfants, aux plus petits. Alors, à l'école primaire, à la maternelle, on a fait les fleurs des langues, mais avec les parents. Et là, cette année, des collègues à Guillevic, à l'école maternelle Guillevic à Rennes, au quartier du Blône, ont fait l'arbre des langues. Les parents, avec les enfants, ont écrit l'arbre généalogique, donc les noms de la famille, des membres de la famille dans leur langue. Ça paraît très symbolique, mais c'est hyper important de visibiliser la langue. Il m'est arrivé dans les quartiers nord de Marseille d'aller dans des écoles, je sais pas, il y avait plus d'une vingtaine de langues, et dans l'école, les affichages n'étaient qu'en français ou en anglais. C'est tout. Donc tu visibilises pas. Et la visibilisation, elle est symboliquement très forte. Je suis trop bavarde. Non, absolument pas, parce que non, c'est passionnant. C'est passionnant. On irait on va parler de la radio, bien sûr. Le tout projet à l'heure. radio et le théâtre. Et le théâtre. Mais voilà, comme on est dans une radio, que la radio c'est un média qui nous est très cher. Justement, on va même jusqu'à. Alors, j'ai pas d'exemples précis, mais pour parler dans une grande radio ou à la télévision, dans un journal télévisé, on demande d'effacer les accents. Un Marseillais ne pourrait pas, ou un Toulousain, Kong, il ne pourrait pas présenter le journal télévisé à Paris. C'est moins vrai aujourd'hui, peut-être. Eh bien, je me demande... Ça change grâce à l'ouvrage de Philippe Blanchet, qui est professeur à l'Université Rennes 2 et qui a écrit l'ouvrage sur la glottophobie, qui a eu un succès très important. Glottophobie. La glottophobie, c'est la discrimination par la langue, l'accent, les manières de parler. Voilà, c'est en lien avec des rapports de domination. C'est un rapport de domination parmi d'autres, mais voilà. Et donc a été ajouté au code pénal la question de la manière de parler. Une personne ne peut pas être discriminée sur la langue qu'il parle. J'ai pas la formulation précise. Oui, non, mais on voit bien. Pas très bonne, ouais. Et avec Philippe Blanchet, on a écrit cet ouvrage de témoignage et beaucoup qui s'appelle « Je n'ai plus osé ouvrir la bouche ». Et ça, c'est une phrase d'une de mes étudiantes dans le cadre de l'écriture de sa biographie langagière. J'avais justement. Vu le témoignage, ce sont des témoignages de glottophobie presque ordinaires. On reparlera peut-être de ce livre, peut-être à la fin, Félix, pour donner les références précises. Oui. Et on le remettra de toute façon sur le site. Oui, on va remettre la bibliographie, d'autant qu'il y a... Donc oui, c'est en train de changer. Des journalistes se sont emparés de cette question. Il y a à l'Express Michel Feltin-Palace. Et il a écrit avec j'ai oublié, un collègue du Sud-Ouest qui est journaliste à RTL. Un ouvrage justement sur cette question de l'accent et qui était effectivement, on avait reçu des témoignages de journalistes. Philippe Blanchet avait reçu des témoignages d'étudiants en journalisme. Mais moi-même, quand j'avais été tentée par le CAPES de français à une époque, et une des professeurs qui nous formait à ce concours nous avait dit, mais avec votre accent, vous partez avec des points de retard. C'est terrible quand même quand on y pense. Oui, mais... oui, c'est terrible. Alors, on a parlé de quelques expériences sur le terrain, donc il y en a eu là. Il y en a eu une qui vous a marqué plus particulièrement ? Alors, il y en a deux, mais comme on est à la radio, et merci encore à Radio Laser pour son travail, et à vous pour cette émission, la radio, c'est extraordinaire à l'école. Alors, parlons-en. Ça demande énormément d'énergie. Alors, nous avons écrit avec Claude Richer-Manchet, qui est une collègue professeure des écoles, formatrice, et qui a un poste en collège à Toulon, un poste pour aider sur les questions de langue, parce que effectivement, tout à l'heure, Jean-Louis, vous disiez la langue est un vecteur d'ascension, de promotion. C'est central, la langue, dans le parcours scolaire d'une personne, dans son parcours scolaire, et pas seulement. Donc, elle a mis en place un projet radio, d'abord dans une école primaire. Je l'ai accompagnée, parce que notre rencontre s'est faite par la recherche-action. D'abord par une conférence qu'on m'avait demandé de faire
via le CASNAV de l'Académie de Nice. Et puis ensuite, Recherche-Action, plusieurs qu'on a développées ensemble. Et celle sur la radio a été vraiment révélatrice du pouvoir de la radio pour que les enfants comprennent que les enjeux de la langue, des manières de parler, mais surtout pour qu'on les amène à la langue que l'école désire, la langue qui est évaluée, sans renier, sans disqualifier leur manière de parler, mais jouer avec la langue, les rendre pluristylistiques. Donc, ils animent une émission de radio d'une demi-heure, qui est bimensuelle, et ils préparent évidemment chaque émission. Et là, ils jouent avec les registres. Ils jouent avec... Et du coup, il y a un investissement dans le français, dans ce travail. Et puis, c'est découverte par la radio de soi, de ses capacités d'aller au-delà, de vaincre sa peur. Parce qu'ils ont une émission qui est... une rubrique qui est l'interview. Donc, ils rencontrent des gens qui ont des métiers qu'ils ne côtoient pas dans leur environnement ordinaire. Mais ces émissions sont disponibles quelque part ? Oui, sur Radioactive à Toulon, qui est une radio très écoutée. Et l'émission s'appelle Parole d'école. Donc elle existe depuis, le temps passe vite, au moins 8 ans. Donc d'abord avec l'école primaire. Et Claude a réalisé un petit documentaire sur les effets, les témoignages des enseignants sur les apports de la radio, notamment un enseignant qui accueillait des enfants nouvellement arrivés et qui témoigne aussi du rôle central, presque magique, de la radio. Et ensuite, elle a poursuivi sur le temps méridien au collège. Et on lui avait demandé de venir expliquer comment elle pratique sur le terrain à une équipe du collège Rosa Parks à Rennes, le quartier Villejean, parce que des enseignants avaient envie de se lancer dans cette approche. Bon, mais c'est compliqué, c'est coûteux en temps. Il faut que l'équipe pédagogique soit stable pour mener à bien Le cours matériel est très modeste, mais il faut de l'énergie humaine. L'investissement personnel. L'investissement personnel est très important. Très important. Je pense que vous pouvez en témoigner tous les deux. Oui, je voudrais faire une petite parenthèse. Donc, à Radio Laser, on a Pierre-Louis qui est chargé de la formation, de l'organisation d'ateliers. Et il y a quelques années, Pierre-Louis a aidé une Ulysse à Rennes, à Saint-Hélier. C'est la classe dans laquelle je travaillais, mais je n'y étais plus. Et ils ont monté une web radio qui fonctionne toujours, qu'on peut écouter sur le site du collège Saint-Hélier à Rennes. Fermons la parenthèse. Jean-Louis, vas-y. Oui, non, là on vient de parler d'une initiative qui effectivement est particulièrement motivante, je pense, pour les enfants. Mais il y en a d'autres. Vous avez travaillé sur le théâtre. Oui. On peut imaginer que le dessin peut être aussi... Aussi, j'ai travaillé avec le dessin aussi. D'important dans le rendu, d'expérience et puis du vécu. Donc le théâtre, mot peut-être, parce que c'est peut-être moins lourd quelque part qu'une émission de radio régulière, non ? Si. Non, alors, dur. On va commencer par le plus simple, le dessin. Le dessin avec une tâche qu'on doit à une neuropédagogue, Hélène Trocmé-Fabre, qui consiste, par exemple, c'est un des exemples une des tâches que l'on peut faire autour du dessin, c'est demander aux élèves de se dessiner en train d'apprendre. Avec une consigne aussi vaste que ça, large que ça. Dessine-toi en train d'apprendre. Et nous, on l'a utilisé avec les enfants nouvellement arrivés. Et c'était passionnant parce que, après, vous demandez à l'enfant de commenter. Et vous voyez qu'il y a des enfants qui sont encore là-bas, dans l'autre école qu'ils ont quittée au pays. Vous voyez des enfants qui sont dans la solitude, en classe, quand ils commentent ça. Donc, c'est important parce que ça nous permet de mieux comprendre le vécu de l'élève, mais aussi des dessins où l'enfant est heureux et où il a des outils que d'autres n'ont pas ou ne pensent pas avoir, et ça permet de partager les stratégies d'apprentissage. Voilà. Le théâtre, maintenant, c'est quand même... Alors, si on a un budget et qu'on peut travailler... moi, j'ai toujours revendiqué qu'on ne peut pas faire du théâtre en classe si on n'a pas un comédien ou une comédienne professionnelle avec soi.
Donc nous, on a eu 2 grandes expériences avec le théâtre, une avec un tout petit budget, donc un gros travail qu'on faisait en classe, avec l'enseignante, Fabienne Léridon de la Rosa, qui elle-même avait fait le conservatoire de théâtre d'ailleurs. Donc, mais un enseignant qui n'en a jamais fait, s'il a un budget suffisant pour rémunérer un comédien qui vient régulièrement et un comédien qui accepte d'être vraiment dans le partage avec l'enseignant, parce qu'il faut qu'il y ait une vraie articulation. Pas que le théâtre, de ce que on a pu analyser, que le théâtre soit un truc en plus, c'est intégré dans la didactisation, dans la programmation. Voilà. Bon, le théâtre pour nous, ça a été aussi pour les enfants nouvellement arrivés à Avignon, dans le collège où j'ai travaillé. On a conduit ces recherches-actions. Aussi révélateur, déclencheur aussi, qui permet de gérer ce qu'on appelle l'hétérogénéité. Une classe est toujours hétérogène, encore plus, avec des élèves nouvellement arrivés, qui au collège peuvent avoir entre 12 et 16 ans. L'écart d'âge est énorme à ce moment-là dans la même classe, parce que chacun peut avoir un rôle au théâtre et un autre rôle. Et puis ça a permis aussi de visibiliser, parce qu'une chose qu'on n'a pas dite, c'est que pour ces enfants, la recherche-action, qui est associée à une pratique créative, permet de visibiliser leur présence aussi. Donc, par exemple, le dernier projet théâtre, tout a été fait dans l'enceinte du collège, mais la représentation finale a été faite à l'extérieur, en centre-ville, et on a joué le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire avec des cartons d'invitation. Les enfants ont travaillé aussi sur cette pratique sociale. Et on a des personnes, des spectateurs qui nous ont dit, mais on savait 2 choses. On ne savait pas qu'ils étaient là, qu'ils existaient, ces enfants. Et une autre chose, y compris d'enseignants qui ne connaissaient pas ces enfants parce qu'ils ne les avaient pas dans leur classe, on ne savait pas ce qu'ils avaient vécu. Parce qu'on leur avait fait écrire la pièce à partir d'une trame qu'on avait conçue suite à l'analyse d'une difficulté à rentrer dans la langue et la culture française, les pratiques culturelles françaises, on va dire. J'aime pas trop utiliser cette expression parce qu'elle a tendance à uniformiser la diversité de la France. Voilà, en gros. Là, il y a un versant qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est en filigrane depuis le début, c'est le côté enseignant. Parce que les enseignants ont des missions bien précises, d'apprendre l'orthographe, d'apprendre la grammaire, de bien écrire, de bien parler, etc. Et là, on rentre dans des mondes qui sont peut-être plus problématiques pour eux. Oui. Comment vous voyez les choses pour ce côté enseignant, justement? Alors, on garde cet objectif parce qu'on n'a pas le pouvoir de changer. Bon, nous, avec mes collègues, notamment Philippe Blanchet, on est pour une réforme de l'orthographe pour que l'orthographe soit comme en italien ou en espagnol, plus transparente. Vous connaissez peut-être la pièce qui s'appelle La Convivialité, écrite par 2 enseignants belges. Elle est en partie sur Internet, je vous donnerai les références, elle est intéressante. Elle porte sur l'orthographe, justement, pour montrer que la façon qu'on a d'écrire le français est quand même une suite d'un parcours un peu chaotique, on va dire. Voilà, bon. Mais donc l'objectif reste toujours la maîtrise de ce que l'éducation nationale appelle la maîtrise de la langue, mais le chemin pour y parvenir est différent. C'est-à-dire qu'on est clair, on joue franc jeu. On explique aux enfants et ils sont très très vite capables de comprendre qu'il y a différentes manières de parler la langue, mais qu'il y a des jugements sociaux sur les manières de parler. Et que donc, c'est ce qu'ils font avec l'émission de radio dont je parlais. De temps en temps, ils se permettent de jouer avec les registres. On sait aussi, moi je suis une adepte de l'émission 28 minutes là, sur Arte le soir. Elisabeth, j'ai oublié son nom, la journaliste, elle joue aussi sur les registres de langue. De temps en temps, elle se permet une façon de parler beaucoup moins académique, beaucoup moins... Voilà. Donc, on garde cet objectif-là, mais on montre clairement que c'est une question de rapport de pouvoir. Et que pour avoir des postes de pouvoir, il faut parler la langue légitimée pour réussir ses examens aussi, mais qu'on n'a pas à porter des jugements. Vous voyez, par exemple, je me souviens d'un jour d'une collégienne qui nous donne une liste, c'était à Rennes,
je dirais pas dans quel collège, une liste pour l'enseignant d'erreurs à corriger. C'était des choses, une syntaxe, du vocabulaire que cet enfant entendait dans la cour. Qu'est-ce qui se passe à la fin de, je sais pas, par exemple, tu lui as dit à lui, ou un café ira avec toi, ou la voiture à Paul, et il fallait corriger. Parce que c'était du mauvais français. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après dans la cour ? Les enfants se moquent les uns des autres s'ils parlent mal. Donc on crée de la xénophobie, on crée de la glottophobie, pardon, parce que glottophobie a été construite sur le modèle de xénophobie, de la glottophobie, et pas de la bienveillance. Ma question était plus sur comment se sentent les enseignants par rapport à cette problématique. Est-ce qu'ils se sentent en capacité, finalement, d'aller dans la direction que vous nous indiquez, là ? Non, pas tous. Parce que manque de temps, parce que... Et puis, non, c'est pas... Il faut quand même leur montrer des exemples et puis... les convaincre que c'est contre-productif de dire à un enfant on ne dit pas comme ça ou ça ne se dit pas. C'est contre-productif. Parce que je me rappelle de Claude Richard-Manchet qui un jour avait dit à une de ses collègues, une enfant avait dit « Maîtresse, est-ce que je peux aller pisser ?» On est en Provence. Ça vient du provençal, pisser. Et l'enseignante lui dit « Ça ne se dit pas. » Et là, Claude lui dit « Mais tu vois, tu as fait deux choses. Tu ne l'as pas aidé à réfléchir à la langue. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une réflexion sur la langue. » Réflexion métalinguistique, réflexion métadiscursive. Et là, tu lui as dit que sa mère parle mal ou que dans son entourage, on parle mal parce que l'enfant ne l'a pas inventé. Elle l'a entendu autour d'elle. Absolument, oui. Et tu ne l'as pas fait réfléchir sur non, dans ce contexte-là, tu dis, est-ce que je peux aller aux toilettes ? Oui, voilà. C'est un exemple tout simple, mais qui est très, très parlant. Oui. Et les parents aussi, pour le bien de leur enfant, corrige la langue. Et corriger n'aide pas à réfléchir sur la langue. Il y a d'autres manières. Alors, peut-être qu'on convainc mieux les enseignants en leur disant, au lieu de sanctionner, on peut montrer que, tiens, dans tel contexte, non, c'est pas possible. Ou là, c'est original ce que tu as dit. J'ai prendu. Oui, c'est original. Tu as utilisé j'ai vendu. Et tu t'es dit, tiens, la règle, c'est... c'est logique. Voilà. Donc, c'est... Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas dire à une personne, ce que tu dis, c'est en dehors de la langue, c'est hors la langue. La langue, elle est plurielle, elle est variée. Alors, il y a des linguistes, des structuro-linguistes, qui vont dire, mais ça, ce n'est pas attesté dans nos corpus, mais on ne connaît pas la diversité des pratiques. Personne ne la connaît. Nos corpus ne sont pas assez importants, abondants, pour qu'on les connaisse. Donc voilà, c'est accueillir. Et puis, ce qu'on dit aux enseignants, c'est peut-être... et je me rappelle d'une CPE qui me dit « Tu trouves normal que ce rapport de stage de 3e ait été si bien évalué ?» C'était effectivement une syntaxe étonnante, avec une ponctuation un peu alambiquée, des fautes d'orthographe, mais le fond de ce qui était dit était tellement fort. C'était une stagiaire qui était partie faire son stage comme vendeuse. Et la conclusion, en plus, c'était que je vais m'accrocher à mes études parce que sa condition de travail est terrible. Voilà, l'enseignant a été super, il a mis une très bonne note parce qu'il s'est intéressé à ce que la personne avait besoin de dire et à ce qu'elle disait, plutôt qu'au comment, ou plutôt que seulement au comment. Des fautes, entre guillemets, parce qu'on essaye de ne pas dire des fautes quand on dit plutôt des erreurs. Alors, des erreurs d'orthographe, lorsqu'on a un rapport écrit, par exemple, ça peut discriminer tout au long d'une vie, même pour faire un CV, etc. Et est-ce que on pourrait imaginer que, on demande aux employeurs, par exemple, de ne pas tenir compte des règles d'orthographe qui ont été malmenées dans un CV pour l'accepter, pour le lire comme un autre CV qui est écrit avec une orthographe parfaite. Enfin, vous comprenez ma question un peu ? Oui, je vois deux choses dans votre question. C'est
Effectivement, l'orthographe continue à être un élément de sélection. Mais il y a des outils numériques qui permettent aujourd'hui quand même de bien nous aider. Mais à l'école, on fait comme s'il n'existait pas. On continue à passer des heures sur l'orthographe, là où on pourrait faire autre chose. Peut-être davantage éveiller l'esprit critique. Donc, privilégier les outils numériques avec les correcteurs automatiques, même s'ils ne sont pas parfaits. Et puis, les employeurs se servent de l'orthographe pour trier. Oui. Simplement parce qu'on a aussi conduit des études. C'est là où la sociolinguistique est importante. C'est que, est-ce que pour exercer tel métier, tu as besoin, autant que ça, d'écrire ? On se rend compte que non. Dans beaucoup de métiers, il n'y a pas énormément besoin de l'orthographe, de l'écrit. Alors, c'est vrai et c'est faux, parce qu'on se rend compte aussi, j'ai des étudiantes qui avaient fait une enquête auprès d'employés, je crois, d'une société de transport. Et jusque-là, on ne leur demandait pas d'écrire. Mais leur métier a évolué, et il y a de plus en plus d'écrits. Il y a à la fois de plus en plus d'aides numériques, mais de plus en plus d'écrits. On est envahi par l'écrit. Et là, il fallait qu'ils fassent, et c'était compliqué pour eux sur le plan de l'estime de soi, de refaire à 50 ans une remise à niveau en orthographe, parce que leur employeur exigeait d'eux, et que l'image de l'entreprise passait par l'orthographe. À l'université, il y a la certification Voltaire, il y a plein de choses. On terrorise, moi, je trouve, les étudiants et les élèves sur cette question d'orthographe. Alors, vous allez... Je ne vais pas faire l'unanimité. Non, c'est ce que j'allais dire. Vous allez faire crier, ou nous allons faire crier des personnes qui nous écoutent en disant ouais, il n'y a plus d'orthographe, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de saison. Enfin bon, c'est quand même souvent un sujet de discussion, voire de dispute. Est-ce qu'on doit le respect de l'orthographe française, par exemple, le PH, surtout n'y touchons pas, parce qu'on a l'impression qu'on va rabaisser le niveau de tout le monde, alors qu'en italien, pharmacie, ça s'écrit avec un F, et photo aussi. En Espagne aussi. Oui. Oui. Vous voyez, moi je m'appelle Stéphanie, j'écris avec un F, parce que ma prof de breton, je me suis initiée, je suis au niveau basique de mon apprentissage du breton, mais un jour elle m'écrit Stéphanie, S-T-E-F-A-N-I. J'ai dit parfait, ça me convient très bien. Voilà. Donc oui, on va pas. Mais si on veut, on parle de mobilité géographique, qu'il faut développer le plurilinguisme, que ça aussi c'est une compétence recherchée par les entreprises. Si on veut que les gens soient plurilingues, on ne peut pas leur demander d'être aussi plurilittéraciés de façon, de connaître l'orthographe de toutes les langues non transparentes. Et il se trouve quand même que deux grandes langues, excusez-moi, je vais encore dire de domination et de colonisation, le français et l'anglais sont les deux qui ont l'orthographe la moins transparente, la plus compliquée. En Italie, en Espagne, on a très peu d'enfants qui ont des dyslexies orthographiques. Voilà. Toutes les lettres s'entendent lorsqu'on... Et puis quand ça se prononce O, ça s'écrit O. Ça ne s'écrit pas E-A-U, A-U, O-T, avec un T qu'on n'entend pas, bien sûr. Comme le mot oiseau en français, dont on n'entend absolument aucune lettre. Ouais. Pourquoi ne pas l'écrire W-A, quoi? Z-O. Oui. J'entends déjà des protestations. Oui, alors, à ceux qui protestent, on leur dit souvent, mais je comprends que vous protestiez. D'abord, vous êtes un amoureux de la langue, mais on peut utiliser une langue sans en être amoureux. Oui, absolument. L'école a réussi à ce que vous soyez des adorateurs de l'orthographe, parce que vous la maîtrisez. Et si je vous dis que vous avez souffert pour rien, ça, vous n'allez pas l'accepter. Exactement. Alors, vous êtes toujours sur Radio Laser, en voyage extraordinaire dans le monde des sciences. Et aujourd'hui, nous sommes avec Stéphanie Claire-Conant, qui nous parle de la langue. Oui. Des langues. Des langues, oui. Oui, du plurilinguisme, oui. Et n'ayez pas peur par l'intitulé de... Pardon, voilà que je parle mal. Non, vous ne parlez pas mal. C'est ça la vie. C'est la vie des langues et donc, de la langue. Ne soyez pas effrayés par l'intitulé de notre émission. On parle de choses très courantes, très pratiques, vécues tous les jours. Oui. Oui, et d'ailleurs, là, c'est... Douloureusement.
La difficulté pour nous, en sociolinguistique, en sociodidactique, c'est que tout le monde a son avis sur notre objet de recherche. Oui. Alors, c'est intéressant parce que nous recueillons les représentations. Les représentations linguistiques sont très importantes pour nous. Elles sont importantes, on recueille aussi auprès des enfants leur représentation du français, leur représentation d'autres langues que l'école a l'ambition de leur faire apprendre. Mais du coup, moi, dans la vie de tous les jours, très souvent, mon propos va être disqualifié. On parlait de l'orthographe tout à l'heure. On va me dire que, ben non, mais si, plein d'études montrent que ça irait beaucoup mieux si on était moins grammatico-centré et orthographo-centré. Et que, voilà, si on mettait, au lieu de mettre au centre la langue, on mettait au centre la relation. C'est ce que dit beaucoup Philippe Blanchet, c'est que la communication, c'est une histoire de relation. D'où aussi cet ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, pour une didactique de la relation. Voilà, on se parle parce que c'est pas pour transmettre des informations seulement, et peut-être de moins en moins, parce que sinon on utilise notre smartphone. On se parle parce qu'on veut créer de la relation. Cependant, on peut objectiver quand même sur un certain nombre de choses. Par exemple, les mots, des fois, sont ambigus. Oui. Et le sens, souvent, doit être précisé pour que ce soit pas mal pris par l'interlocuteur que l'on a en face de nous. Que ce soit pas considéré comme une moquerie. Eh bien, Jean-Louis, vous me rejoignez ? C'est la relation. C'est la relation, absolument. Donc, il faut... j'utilise dans mes cours le schéma de Philippe Blanchet de la communication. De temps en temps, il faut métacommuniquer. Hop, stop. Il faut identifier que là, il y a un potentiel malentendu, on ne se comprend pas. Mais ça, on ne nous a peut-être pas formés à ça. Parce que, encore une fois, je ne veux pas taper sur l'école, mais à l'école, on nous a surtout à apprendre à bien parler. Les concours d'éloquence, y compris à l'université, c'est pour bien parler. On n'est pas centré sur la relation. La relation, c'est... effectivement, là, de temps en temps, c'est la pièce de Nathalie Sarraute, pour un oui ou pour un non. Avec ce « c'est bien, ça ». Oui, mais là, il y a une ambiguïté. Tu veux dire que le reste, c'est pas bien ? Enfin, voilà. Il faut savoir arrêter de se parler pour parler de comment on s'est parlé. Et donc, je vous rejoins. Et nous, dans les écrits, quand on forme nos étudiants quand même à l'écriture de la recherche, et dès la première année, je souligne aux étudiants sur leur production écrite, je leur dis attention, ambiguïté de ce terme, et ce terme a un autre sens dans la vie. Par exemple, moi, pour le théâtre, je disais que c'était aussi un activateur de résilience, le théâtre. Je dis beaucoup moins ce mot-là, ou alors il faut que je précise résilience, ce que j'entends par là, mais pas ce que les politiques en ont fait aujourd'hui, qu'ils l'utilisent à toutes les sauces. Et ce que dit aussi une de mes collègues qui est historienne de la langue à l'Université d'Avignon, Chantal Vionnet, elle dit à ses étudiants, créez votre propre style, créez votre propre langue. Ne reprenez pas toutes ces expressions qui passent partout. C'est l'ADN du coup, pour le coup. Vous voyez, toutes ces expressions qui m'appartiennent pas. Appropriez-vous votre langue et soyez attentifs aux mots. Les mots vous appartiennent pas. Il y a un site qui est génial que je donne à tous les étudiants. C'est LMSI, les mots sont importants. Où ce sont des gens, des chercheurs aussi, parfois qui contribuent et qui expliquent le poids des mots. Voilà. Donc, c'est sensibiliser aussi à ces questions-là. C'est-à-dire, attention, si tu utilises tel mot, si tu utilises le mot être tolérant envers, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Voilà, donc oui, désambiguiser. Oui. C'est tout le jeu de la polysémie. Les mots sont pratiquement tous polysémiques. J'ai un exemple qui me vient en tête de Jean Gagnepin. Alors, ça ne dit pas grand-chose au grand public, mais qui nous disait qu'on pouvait rentrer dans un bar en disant « célibataire, un cercueil, s'il vous plaît ». Eh ben oui, parce que célibataire, ça peut être dit garçon. Rester garçon, ça veut dire rester célibataire. Et un cercueil, ça peut être une bière. Selon la région. Voilà, donc c'est assez rigolo comme exemple, je trouve. Oui, mais du coup, ça me fait penser qu'on s'est centré sur le mot, mais attention, les mots ont un sens dans un contexte et dans une relation. Il y a des choses que tu peux dire à quelqu'un qui est intime, que tu ne diras pas à un autre.
parce qu'il pourrait mal le prendre, et que le mot qui peut être ambigu à lui tout seul est désambiguisé dans le contexte. Nous aimons tous les deux la littérature, Stéphanie aussi certainement. Je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à lire des romans ou de la poésie avec des fautes d'orthographe ou avec des fautes de grammaire. C'est une question aussi pour toi, Félix. Moi, je ne me sens pas prêt à ça. Donc, Ou alors des fautes de grammaire voulues, parce que l'auteur fait parler un personnage dans le cadre d'un dialogue, par exemple. Mais c'est vrai que, je suis assez d'accord. Nous sommes d'une école probablement réfractaire à un certain nombre de choses. Alors, Stéphanie, qu'est-ce que vous en dites ? Dans la vie professionnelle, moi, je vois des collègues qui font effectivement des erreurs de médecins, qui se privent pas pour ça, mais des collègues chercheurs aussi. Et donc, là, ça me choque moins, c'est vrai. Oui. Alors que quand il s'agit de la littérature, c'est vrai qu'il y a un côté un peu puriste, sans doute, de la langue, un côté charnel presque avec la langue, qui est une sorte de communication aussi. Oui, c'est votre relation avec la langue. En même temps, l'écrivain, c'est lui qui peut se permettre le plus de liberté avec la langue. Oui, en même temps. Sinon, il n'y a pas de style. Alors vous étiez centré sur l'orthographe, mais moi quand je lis sous la plume de Jean-Marc Rouillant, je matricule en rond. Ça, ce sont des inventions. Ah oui, mais ça j'adore. Oui. Cette liberté où je me souviens, j'ai fait un peu de pigisme sportif, et avec mon chef qui était le responsable de la page des sports du journal dans lequel je travaillais, me reprenait sur les concordances des temps. Je dis oui, mais pourtant, parce que j'ai quand même fait une licence de lettres modernes, donc la littérature m'intéresse. Et il m'avait dit, bah oui, mais les écrivains peuvent se permettre ces libertés de concordance des temps. Toi, tu peux pas. Donc voilà, je pense que... Oui, alors sur l'orthographe, après, je crois qu'on voit les choses de façon très individualiste. Moi, j'ai fait des bibliothèques de rue en tant que bénévole dans un quartier gitan à Aix-en-Provence. Mais dans le quartier, s'il y a une personne qui sait lire, ça suffit à la vie de la communauté. Et peut-être que pour l'orthographe, j'ai envie, je suis écrivain, poète, j'écris, mais j'aurai dans ma communauté, dans mon environnement, quelqu'un qui pourra me dire ça passera pas écrit comme ça, on va l'écrire autrement peut-être. Alors comment on peut progresser sur cette question d'intégration par la langue, par les langues, la diversité aussi, l'acceptation de la diversité. On n'est pas dans une bonne tendance actuellement pour ce qui concerne l'acceptation de la diversité. Mais comment on peut progresser ? Oui, les politiques éducatives européennes ont mis de l'énergie, de l'argent, du soutien dans le développement de l'éducation plurilingue et pluriculturelle et interculturelle pour essayer de lutter contre les montées xénophobes un peu partout en Europe. Il faut continuer sur ce chemin, mais je pense que justement, il faut être cohérent, il faut accepter, accueillir la pluralité, en commençant par sa langue. Vous voyez, je travaille... je dirais sur le plan pratique, parce que les enseignants ne sont pas préparés forcément à une problématique différente les règles d'apprentissage aujourd'hui. Donc ça veut dire un changement quand même important dans la pratique scolaire. Je ne sais pas si je l'ai là, mais il y a plusieurs niveaux de changement possibles. Là, tout de suite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on garde ce but, le but de maîtrise de la langue, de ses règles et de son orthographe, d'une partie de la langue qui est la langue légitimée, parce que ce n'est qu'une partie de la langue, celle que l'école légitime et les évaluations, etc. Mais on continue d'avoir un discours clair sur cette portion de la langue, c'est que vous devez maîtriser, c'est la langue de la bourgeoisie parisienne qui est au pouvoir. Il faut être honnête avec ça. Et que la langue est un instrument de sélection. Donc voilà, mais il faut être clair et continuer à vouloir faire bouger les choses en même temps. Peut-être qu'un jour, des gens diront, bah oui, après tout, pourquoi on n'écrirait pas de façon plus transparente ? Je ne sais pas, en littérature, on a eu une période où il n'y avait pas de ponctuation.
Oui, il y a le nouveau roman, toujours ça a été ça. des écrivains qui jouent là-dessus. Moi, je suis J'étais ravie cette année qu'Ernie Arnaud soit prix Nobel de littérature. Voilà. Ouais. Une dernière question, Jean-Louis, avant de conclure. Je ne sais pas si Stéphanie a un coup de cœur qu'elle voudrait évoquer à Radio Laser. Si c'est le cas, c'est le moment de le faire. Et puis, une des choses qui revient, je crois, dans un certain nombre de documents, c'est le fait que ce que vous faites, pas seulement vous, mais la collectivité qui est dans ce champ de travail, c'est que ce message-là passe pas forcément dans le grand public, dans les structures éducatives. J'avais l'impression à certains endroits qu'il y avait justement cette difficulté de passage aussi à plus grande échelle pour vous. Oui. De ce que vous faites et du discours et des pratiques. Je ne sais pas, est-ce que c'est une fausse impression de ma part ou... Non, par la recherche-action, c'est vrai que finalement, on forme des passeurs. Oui, mais ces enseignants-là deviennent des passeurs. J'ai pas cité des collègues retraités très actifs. Marielle Rispail, une des conceptrices de la sociodidactique, Claude Cortier aussi, qui continue en tant que retraitée active, à porter la parole sur des terrains scolaires et aussi là où la francophonie est installée. Oui, il y a des résistances, et on en parlait encore hier avec une équipe enseignante d'une école, de l'école dont je parlais tout à l'heure. Il y a des résistances. Il y a des résistances parce que beaucoup d'enseignants pensent que pour le bien de ces enfants, venus des quartiers populaires, etc., il faut renforcer au contraire la centration sur les normes, et ils n'ont pas tort. C'est pour ça qu'il faut qu'on bouge sur plusieurs lignes. Mais il y a des questions idéologiques là derrière. Oui, bien sûr. Voilà, il y a des questions idéologiques. Moi, on dit que j'ai aussi une position idéologique, mais elle est quand même étayée par de nombreuses recherches. Ça s'entend peut-être pas, mais dans mon discours, parce qu'il y a peut-être un peu trop d'enthousiasme, de passion là-dedans. Et puis aussi parfois de révolte. Mais sans passion, on ne fait rien. Hein. Absolument. Donc voilà, il y a de la résistance. Il y a de la résistance parce que, des résistances par exemple chez les enseignants qui disent que l'école républicaine leur a réussi. Ils croient en la méritocratie, pour certains. Ils croient en l'école républicaine et ils pensent que ça va marcher pour tout le monde. Sauf que Annie Arnaud, moi et peut-être vous, moi, vous parliez de votre famille de petits paysans, pareil pour moi. Je suis la première bachelière de ma famille. L'école, elle a réussi à très peu. Ceux qui ont réussi réussi. Ceux qui ont franchi les frontières sont peu nombreux. Après, c'est peut-être pas ça la réussite d'ailleurs. Hein. C'est juste parce que quand on est chercheur, on a une certaine liberté. On a une grande liberté. Voilà, on a une grande liberté. Donc, c'est ça, peut-être juste avant, donc un message pour les jeunes que vous voudriez faire passer. Ah oui, bienveillance, estime de soi. Estime de soi. Oui. Estime de soi et tranquille, être apaisé. Moi, je suis enseignante, chercheur, mais j'ai voulu faire plein d'autres choses. Le parcours, il n'est pas linéaire. Acceptation de l'autre. Ah oui. De sa diversité. Ah oui. De sa culture. L'autre est une richesse. S'altériser le plus possible. S'altériser. C'est joli, s'altériser. Ouais. Parce que les mots peuvent être beaux aussi, hein, on ne l'a pas dit, mais... Oui, le philosophe François Julien parle de la philosophie de l'antre. Cet antre, créer un antre qui soit entre toi, entre moi, entre nous, fécond, riche. Voilà, oui. Eh bien, et surtout, pas s'angoisser sur leur avenir professionnel. Je dis ça parce que nous avons 2 stagiaires de 3e avec nous. Il ne faut pas s'angoisser. Merci Stéphanie, on va rester sur cette belle conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'était Voyage extraordinaire dans le monde des sciences. Je rappelle que cette émission est bien sûr en podcast et fera l'objet d'un article sur le site Unidivers. Merci Stéphanie, merci Jean-Louis, merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez écoutés et à un prochain voyage. Kenavo tato.